Bonjour à tous. Pour me présenter, moi je suis Claire Asnaoui. Je suis responsable recrutement pour le secteur du Nord-Est pour la société Engineering et j'interviens aujourd'hui sur l'atelier recherche d'emploi, les bonnes pratiques. Et avec Claire, du coup, Kevin Marquez est également en animation sur cet atelier. Donc, je suis Talent Acquisition spécialiste chez Naval Group. Et on vous propose du coup de faire un tour d'horizon effectivement des bonnes pratiques d'emploi. Donc, on ne fera pas un tour d'horizon exhaustif, mais on va essayer de vous en donner un maximum aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut concevoir sa stratégie, enfin sa recherche d'emploi comme une stratégie, et notamment intervient là-dedans la stratégie de réseau avec le réseau social LinkedIn, qui est vraiment aujourd'hui connu de tous et qui met en relation les entreprises et tous les parties prenantes en fait finalement d'une entreprise. Alors vous, dans votre stratégie de réseau concernant LinkedIn, il est important de mettre à jour votre profil, voilà, d'indiquer votre dernière expérience, d'ajouter un court résumé résumant votre situation actuelle. Le recruteur doit vraiment savoir où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes ouvert à des opportunités de poste? Est-ce que vous recrutez aussi? Vraiment pour pouvoir se mettre en relation et faciliter en fait voilà l'échange. Aujourd'hui, on parle de la recherche d'emploi. Il y a une nouveauté LinkedIn qui est le hashtag Open to Work et en fait qui facilite encore une fois la relation entre recruteur et candidat. C'est simplement une bannière verte qui va être ajoutée à votre photo de candidature et qui va voilà, donner le signal au recruteur, dire que voilà, aujourd'hui vous êtes ouvert à changer peut-être de poste ou ouvert simplement à toutes opportunités de poste et le recruteur va plus facilement se mettre en relation avec vous. Finalement, LinkedIn, c'est développer son réseau. Alors, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec des recruteurs, des fonctions RH, pourquoi pas des dirigeants, pour augmenter votre visibilité et surtout être au courant de différentes opportunités de poste. LinkedIn peut aussi intervenir sur le réseau de votre école. Suivez votre école, mettez-vous en contact avec des anciens élèves via LinkedIn, mais aussi l'annuaire de votre école. Pour finir, je vous donnerai un dernier conseil, c'est de mettre, pourquoi pas, votre CV en pièce jointe sur LinkedIn. Alors, ça dépend vraiment de vous, de si vous souhaitez que vos coordonnées pas en libre accès, mais en tout cas soient plus facilement accessibles pour les recruteurs. Mais c'est vrai que ça donne avoir le CV comment dire, en pièce jointe sur le profil LinkedIn, ça va vraiment aider le recruteur à vous contacter encore une fois plus facilement. Le but de cette stratégie de réseau concernant LinkedIn, c'est vraiment de faciliter le contact entre vous, qui êtes chercheur d'emploi, chercheuse d'emploi, et les différents potentiels recruteurs. Donc, voilà. Pour conclure, concernant LinkedIn, vraiment, soyez actifs dans votre recherche et sur ce réseau-là, c'est vraiment une mine d'or. On peut trouver différentes opportunités qu'on ne trouve pas forcément sur les job boards classiques. On peut rentrer en contact avec différentes parties prenantes de l'entreprise qu'on vise. Vraiment, soyez actifs et soyez voilà, proactifs dans votre recherche. Kevin, je te laisse la parole. Oui, effectivement, donc comme on vient de voir, le réseau est important, donc le réseau LinkedIn, mais le réseau également physique, hein, votre réseau réel. L'idée de ce réseau, c'est de vous permettre, dans le cadre de vos candidatures, de gagner en visibilité. Parce que l'idée, c'est à la fois donc, de faire vos actes de candidature sur les annonces, mais également, du coup, via la cooptation, via la recommandation, de mobiliser des personnes de votre réseau LinkedIn ou autre, afin qu'elles donnent votre CV plus en visibilité et qu'elles puissent également susciter donc, des recommandations, comme on l'a dit. Cela va vous permettre à la fois de pouvoir avoir des retours plus rapides, mais également, du coup, de pouvoir bénéficier de cette recommandation qui pourra donner une plus-value, finalement, à votre candidature. Sur la stratégie de réseau plus globale, il faut effectivement aussi cibler les entreprises qui peuvent vous intéresser et aller à leur rencontre. Donc, soit
par le biais de LinkedIn, comme on vient de le voir à l'instant, mais également dans la vie réelle. Pour les PME, vous pouvez vous rendre à l'accueil des entreprises. Donc, ce sont des démarches qui sont appréciées, donc des entreprises à taille humaine, des TPE, des PME, pour y déposer votre CV en candidature spontanée. Donc, je vous recommande effectivement ce type de candidature-là pour les PME, mais un peu moins pour les grands groupes, où là, la stratégie va plutôt être de candidater à l'ensemble des offres que vous allez avoir, parce que dans une PME, votre candidature spontanée peut déclencher un besoin potentiel. Dans les grandes entreprises, en général, les plans de poste sont définis d'une année à l'autre. Il est plus difficile du coup de pouvoir déclencher un besoin par le biais d'une candidature spontanée. De façon générale, vous pouvez également prendre contact avec les professionnels des entreprises par les différents événements, donc les salons de recrutement, les forums de recrutement. Ça va vous permettre à la fois d'obtenir des informations sur l'entreprise. Les recruteurs et les managers, les opérationnels seront ravis de vous donner tout un tas d'informations sur l'activité de l'entreprise, sur les enjeux à venir, sur également l'éthique, tous ces sujets-là auxquels vous pouvez être sensible. Ils vont également vous donner des informations clés sur les métiers qu'on retrouve au sein de ces entreprises, sur les libellés également qui sont propres à chacune des entreprises. Et ça va vous permettre aussi de prendre connaissance de l'ensemble des offres à pourvoir et finalement des canaux dans lesquels vous allez pouvoir les retrouver, parce qu'on va en reparler dans un second temps. Mais en termes de stratégie de diffusion d'offres, les entreprises peuvent avoir des sites à part entière de recrutement externe. Vous pouvez également faire appel à tout un tas de job boards, de sites sur lesquels ils vont déposer leurs offres. Donc cette stratégie de présence sur le forum salon, ça vous permet d'obtenir un tas d'informations précieuses qui vous permettront aussi finalement d'alimenter vos éléments de motivation si vous passez en phase d'entretien. Mais ça vous permet également d'aller vous présenter et donc du coup de vous faire connaître et d'avoir un premier échange, chose qui peut être plus difficile si vous êtes sur des métiers avec forte concurrence, où du coup votre CV peut être noyé au milieu des autres. Là, vous allez pouvoir vous démarquer et pouvoir échanger et vous présenter face à un professionnel RH ou à un manager potentiel sur un poste qui vous intéresse. Ça va vous permettre également de développer votre réseau. Ça fait le lien avec LinkedIn qu'on vient encore de voir à l'instant. Vous pouvez tout aussi bien, à l'issue de ces échanges-là, mais ajouter les personnes sur LinkedIn et les garder en contact afin de pouvoir être informé des potentiels postes qu'ils pourront partager sur des recruteurs, des activités de l'entreprise. Et ça vous permettra également de déposer votre CV. Mais là, comme je vous disais, en fonction de la taille de l'entreprise, les PME, la candidature spontanée peut être intéressante. Les grands groupes, la plupart du temps, on vous invitera plutôt à aller vous orienter vers les offres d'emploi et à candidater sur celles qui vous intéressent. Donc, comme je vous le disais, effectivement, donc, toutes ces informations que vous allez recueillir au cours des rencontres en réel avec ces professionnels-là vont vous permettre d'avoir des infos sur les métiers, sur l'entreprise et d'identifier les offres d'emploi qui correspondent à votre projet et à postuler à ces offres d'emploi. Vous allez voir que les offres d'emploi, c'est également un point important et je laisse Claire revenir là-dessus. Effectivement, dans une démarche de recherche, alors il y a le réseau LinkedIn, le réseau en physique, et c'est très important. Par contre, vous allez aussi devoir postuler à des offres d'emploi sur différents job boards, donc job boards classiques, Indeed, APEC, Eworks, etc. Et donc, du coup, vous allez être confronté à une fiche de poste. Alors, voilà quelques conseils pour mieux appréhender ces fiches de poste. Tout d'abord, ne vous fiez pas à l'intitulé du poste, mais lisez attentivement l'annonce. Pourquoi? Parce que d'une entreprise à l'autre, le poste, l'intitulé de poste peut varier. Et donc, du coup, c'est quelque chose, par exemple, un intitulé de poste qui ne va pas forcément vous parler, mais en lisant l'annonce, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez les compétences, l'expérience qui est demandée. Et donc, du coup, c'est un poste qui vous correspond tout à fait. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les fiches de poste, à les lire attentivement pour voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre et qui rentre aussi dans votre recherche. Toujours dans cette même philosophie par rapport à la fiche de poste, ne vous bloquez pas concernant les prérequis de la fiche de poste. Effectivement, si vous manque des compétences ou de l'expérience par rapport à une fiche de poste, postulez quand même. Vous pouvez avoir certaines compétences et avoir un tout petit peu moins d'expérience que ce qui est demandé, mais par contre, une entreprise va peut-être dégrader son besoin en interne et finalement, vous allez correspondre, votre profil va correspondre à ce que recherche l'entreprise. Aussi, peut-être que vous avez postulé, et donc du coup, pas forcément correspondre à ce que l'entreprise recherche.
mais qu'en interne, il y a un autre besoin qui n'est pas encore sorti, un autre poste qui n'a pas encore été publié. Et donc, du coup, votre profil va correspondre éventuellement à ce besoin et vous allez être appelé plus rapidement par rapport à ce poste-là. Donc vraiment, ne vous bloquez pas. Par contre, il faut quand même que votre profil soit en cohérence avec les grandes lignes du poste et que ce ne soit pas un poste qui soit totalement à l'opposé de votre profil, bien sûr. Pour finir, on voulait faire avec Kevin une petite aparté sur les dates de parution, pardon, parce que c'est quand même important. Encore une fois, ne vous bloquez pas si une annonce a été publiée il y a quelque temps, parce qu'elle peut toujours être active. Effectivement, il y a des profils qui sont plus durs à recruter que d'autres, et donc du coup, forcément, on met plus de temps. Si une annonce a un mois, par exemple, a été publiée il y a un mois, vous pouvez toujours postuler. Il est possible que l'annonce soit toujours active et donc du coup le poste toujours ouvert. À l'inverse, une annonce parue il y a quelques jours peut déjà être pourvue. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle dans le recrutement. On peut tout à fait recruter en quelques jours ou aussi en quelques semaines. Donc, dans tous les cas, postulez pour ne pas passer à côté d'une opportunité de poste qui pourrait vraiment vous correspondre. On a souhaité, dans une dernière partie, faire un recueil de quelques conseils qu'on n'a pas su classer, mais qu'on va partager avec vous de cette façon-là. Le premier point, donc on en parlait, donc les différents job boards. Donc Claire les a cités, hein. Il y a des job boards qu'on appelle des job boards agrégateurs qui vont être intéressants pour vous parce qu'ils vont recueillir toutes les offres d'emploi qui sont diffusées sur le net, hein, comme Indeed par exemple ou Météo Job par exemple également. Des job boards plus classiques comme l'APEC ou Hello Work, hein, qui était anciennement région. Kevin, on ne vous entend plus. Je pense qu'il y a un souci de connexion. J'en ai peur. Je vais peut-être lui envoyer un petit message. Oui, ou le temps qu'il se reconnecte, peut-être. Prendre la suite? Oui, peut-être. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc du coup, oui, effectivement, c'est important de créer des alertes sur ces différents job boards, simplement pour que vous puissiez être au courant de nouvelles offres qui pourraient vous correspondre et vous intéresser. Ensuite, le deuxième point qu'on a souhaité aborder avec Kevin, c'est effectivement d'adapter pas tout votre CV, mais simplement l'intitulé de votre CV en fonction du poste auquel vous postulez. C'est très rapide et ça va vraiment venir en cohérence avec la fiche de poste et donc du coup interpeller d'autant plus le recruteur qui va consulter votre CV à la suite de votre candidature. On voulait également aborder ce point. Dans tous les cas, postuler avec un CV en français, même si il est noté dans l'annonce que c'est un CV, un poste totalement bilingue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en France et donc du coup, au niveau légal, nous sommes euh, déjà dans un premier temps obligés de publier des offres en français. Et il se peut aussi qu'en face, vous ayez un recruteur qui ne parle pas forcément anglais. Et donc, du coup, votre CV va forcément ne pas être considéré de la même manière si le recruteur ne parle pas anglais, ne comprend pas en fait simplement votre CV. On vous propose à la place de préciser votre niveau linguistique et de préciser, si jamais vous avez passé un TOEIC, un TOEFL par exemple, de préciser le score que vous avez pu avoir. Ce sera un bon indicateur de votre niveau linguistique. On a parlé de l'anglais, mais il en va de même pour chaque langue. Pardon? Je crois que Kevin est de nouveau parmi nous. D'accord, bah Kevin, je te laisse la parole. Oui, désolé, une coupure réseau, ouais, ça peut arriver malheureusement. Alors du coup, j'ai plus le PowerPoint, donc j'espère que vous le voyez bien encore, mais j'ai mes notes à côté, donc c'est pas gênant. Donc j'ai entendu que Claire venait d'évoquer la partie effectivement linguistique CV en français. Donc après le troisième point qu'on a souhaité partager avec vous, c'est également d'avoir un suivi de vos candidatures qui soit qualitatif, parce que vous pouvez être amené à candidater à de nombreux postes ou de nombreuses entreprises. Il est important
lorsqu'un recruteur ou un manager vous recontacte, que vous sachiez pour quelle offre il vous rappelle. Donc, on vous incite vraiment à être rigoureuse sur ce suivi-là, selon la méthode qui vous va le mieux. Hein, ça peut être un fichier Excel ou autre, afin vraiment d'avoir toutes les informations clés lorsqu'on vous rappellera, pour au moins savoir de quel poste il s'agit et avoir les informations également importantes sur l'entreprise que vous aurez pu recueillir lors des forums ou sur LinkedIn, comme on l'a abordé lors des premiers points de cette présentation. L'autre point en termes de stratégie qui nous semblait intéressant, c'était la question de la mobilité géographique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez être sur un bassin d'emploi cible qui est concurrentiel, ou vous pouvez être sur un métier qui est très concurrentiel et qui fait que vous avez des difficultés à décrocher une préqualification téléphonique ou un entretien. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à élargir votre périmètre de recherche et à cibler à la fois soit des métropoles comme Paris qui vont vous permettre d'avoir un nombre d'offres important et donc du coup d'avoir une chance plus importante de pouvoir être recontacté parce que du coup, de fait, la concurrence sera un point un peu plus faible sur ces postes-là, ou à contrario, de cibler des villes plus petites. Je prends notre exemple chez Naval Group, on a un site à Cherbourg où parfois on peut avoir beaucoup moins de CV sur ce site-là. Et donc là, ça veut dire que vous, potentiellement, si vous avez moins concurrence sur ces communes-là, vous pouvez également avoir plus de chances de ressortir sur la précale téléphonique. Parce que l'objectif, il est bien là pour vous. Hein. C'est effectivement on va dire de passer cette première étape de CV pour ensuite pouvoir vendre vos motivations, votre projet et pouvoir vous différencier. Mais pour ça, il faut atteindre effectivement la préqualification et la mobilité géographique et l'ouverture de votre périmètre peuvent vous permettre du coup de passer cette étape-là. Donc ça, c'était un point important pour nous également. Et un dernier point aussi, donc là plus contextuel, hein, si vous êtes actuellement en dernière année d'école d'ingénieur et que vous avez une recherche d'emploi qui se profile pour septembre, eh bien nous sommes le 12 mai, il est déjà temps d'entamer votre recherche. Les entreprises ont déjà des offres en ligne, elles peuvent commencer à recruter pour ce mois de septembre-là, ou alors les offres, faute de candidats, peuvent se décaler à septembre. Donc il est important d'ores et déjà d'entamer votre recherche avec toutes les méthodes qu'on vient de partager avec vous afin de pouvoir décrocher ce job-là en septembre. Mais après, ne vous stressez pas hein, si ça ne se fait pas tout de suite, car comme on va vous le réindiquer, c'est important d'être persévérant et de tenir cette stratégie de recrutement. Voilà, pour conclure, un mot d'encouragement. On sait qu'une recherche d'emploi, ce n'est pas tous les jours évident. Pourtant, il faut vraiment entretenir votre motivation et maintenir une routine dans votre recherche jusqu'à ce que vous obteniez le job que vous visiez. C'est important d'être rigoureux et d'aller quasi quotidiennement ou on va dire très régulièrement sur les job boards et voilà, encore une fois, d'avoir cette position de proactivité dans votre recherche. Surtout, ne vous découragez pas et ça peut aller vite comme ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais dans tous les cas, si on est persévérant, on arrive à obtenir le job qu'on vise. Alors, je vais juste... Merci beaucoup. Nous avons une question de Grâce qui demande s'il est judicieux d'utiliser son réseau lorsqu'on est en période de préavis et encore en poste, donc rendre public par la même occasion notre recherche d'emploi. Kevin, est-ce que vous voulez Oui, répondre? donc là, ce serait du coup vis-à-vis de votre employeur actuel. Donc là, tout dépend aussi de vos relations, j'ai envie de dire, avec votre employeur. Il est toujours préférable d'être en transparence vis-à-vis de cette recherche d'emploi-là. Dans tous les cas, si le process de recrutement avance, il faudra que vous partagiez vos ambitions. Et dans tous les cas, il est également important, si vous avez une volonté de changement de poste, de la partager aussi avec votre entreprise actuelle pour voir si des besoins potentiels pourraient également être à pourvoir au sein de votre entreprise. Donc oui, en soi, effectivement, stratégiquement, il peut être intéressant de partager votre recherche d'emploi et donc du coup de mobiliser votre réseau à ce moment-là. Merci beaucoup. Nous n'avons pour l'instant pas d'autres questions sur le chat. N'hésitez surtout pas à les inscrire. Je les poserai en direct à Claire et Kevin. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation claire et motivante. De rien, avec plaisir.
Alors oui, nous avons une prochaine question. Dans le cas d'une recherche de stage, combien de temps avant le début de ce stage faut-il commencer les recherches? Allez-y, Alors, Claire. alors, pour répondre, moi je dirais très simplement, dès que vous avez l'information que vous voulez faire un stage, le plus tôt possible sera le mieux. Tout dépend de la période aussi de l'année. Chaque entreprise recrute, on va dire, sur deux grandes périodes, on va dire début d'année ou septembre, ouais, milieu d'été pour les stages. Dans tous les cas, commencez à chercher dès que vous savez que vous devez faire un stage dans le cadre de votre école. Hop, une autre question. Peut-on postuler à deux offres pour une même entreprise? Oui, tout à fait. Là, pour le coup, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'intérêt aussi d'aller à la rencontre des entreprises et de prendre connaissance de leur jargon, de leurs intitulés de poste, c'est de comprendre effectivement quels sont les postes qui peuvent vous intéresser. Et comme on l'indiquait aussi pendant l'échange, les candidatures spontanées ne sont pas forcément les meilleurs vecteurs pour pouvoir réussir à décrocher un job, alors qu'au contraire, on va dire des candidatures ciblées sur des jobs qui vous intéressent le sont tout à fait. Donc, du coup, oui, mais avec une nuance, par contre, c'est effectivement de ne pas démultiplier vos candidatures à l'infini et de quand même bien cibler les postes qui correspondent à votre projet professionnel. Donc, il faut être également clair en amont de ce process de candidature sur quel est votre projet, quels sont les postes qui peuvent vous intéresser. Mais effectivement, on voit assez régulièrement des candidats qui candidatent sur plusieurs postes et ce n'est pas choquant. Ça s'en devient choquant si on voit des candidatures de 20, 30, 40, 50 candidatures. Ça a pu arriver. Là, effectivement, ça devient par contre un peu plus compliqué. Ça questionne sur le projet professionnel. Donc oui, voilà, de façon raisonnée et en lien avec votre projet professionnel. Tout à l'heure, vous parliez de customiser l'intitulé du CV. Est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions? Alors, simplement adapter l'intitulé du CV au poste auquel vous postulez. Par exemple, si vous êtes une ingénieure mécanique et que vous voulez faire de la conception et ou de la gestion de projet, vous allez postuler à une offre d'ingénieur en conception mécanique. Sur votre intitulé de CV, mettez ingénieur en conception mécanique. Et puis, vous tombez sur une autre offre de gestion de projet, encore une fois en mécanique. C'est aussi quelque chose qui vous intéresse et qui correspond à ce que vous voulez faire. Et donc, du coup, sur votre CV, changez le titre de poste et mettez chef de projet junior en mécanique, par exemple. Simplement, voilà, adapter l'intitulé du CV en fonction du poste auquel vous postulez. Une question de Gwenaël, qui est apprenti ingénieur généraliste et qui est actuellement en recherche de stage à l'étranger, un stage de 12 semaines. Est-ce que vous auriez quelques conseils à lui prodiguer? Alors, c'est vrai que sur les stages de 12 semaines, on est plutôt sur un stage court, on va dire. Donc là, effectivement, tous les conseils qu'on a donnés en début sur le réseau, aussi bien sur LinkedIn que sur les forums en présentiel, bah, il faut effectivement mobiliser ces biais-là, parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup moins d'opportunités qui vont être diffusées en termes d'offres d'emploi sur des stages courts. Après qu'ils soient à l'étranger, ça, c'est pas un problème. Il y a tout un tas d'offres qui peuvent être diffusées à l'étranger pour les entreprises. Mais par contre, sur les stages courts, effectivement, là, le réseau va prendre son importance. Donc, du coup, n'hésitez pas à mobiliser votre réseau direct. En termes de réseau, il va y avoir déjà votre communauté d'étudiants, vos communautés également d'anciens étudiants. N'hésitez pas à prendre connaissance des annuaires des anciens étudiants pour pouvoir solliciter des personnes sur LinkedIn qui ont fait la même école que vous et qui sont des entreprises qui vous intéressent. N'hésitez pas non plus à ajouter à l'issue d'événements, forums ou autres, ou d'un événement comme celui d'aujourd'hui, les personnes que vous avez eues en échange sur LinkedIn également. Ça vous permettra potentiellement de faire suivre votre CV ou de suivre des opportunités qu'on pourrait partager. Et également, n'hésitez pas à solliciter des personnes de votre entourage personnel plus direct, qui peut également du coup être un bon relais pour ce type d'opportunité. Donc là, on va être beaucoup sur de la candidature spontanée pour le coup, mais du coup, mobiliser tous ces éléments de réseau qu'on a partagé avec vous
pour pouvoir toucher un maximum de personnes et toucher les bonnes personnes. Parce que là, concrètement, il faut que vous arriviez à atteindre les managers qui vont avoir des besoins sur votre profil comme le vôtre. Alors, une autre question de Gloire qui voudrait savoir pour une candidature spontanée, quel intitulé préciser sur son CV lorsqu'on cherche une alternance, en évitant de se restreindre, bien évidemment, sur les différents postes que l'entreprise peut proposer. Simplement, mettre le type de poste pour lequel vous souhaitez, enfin, comment dire, je vais reprendre. Alors, il y a deux choses. Simplement, vous mettez candidature spontanée pour un poste d'ingénieur en fonction de votre spécialisation, vous précisez, en alternance. Moi, c'est ce que je mettrais, assez simple et qui ouvre quand même assez général pour que, comme c'est une candidature spontanée, voilà, le recruteur puisse euh, ouvrir le champ des possibles pour différentes options en interne. Une autre question, combien de temps faut-il attendre une réponse suite à une candidature? Alors, très bonne question. Et là, je vais reprendre un élément qu'a partagé Claire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de règle en recrutement sur ces points-là. C'est extrêmement variable. Après, s'il faut tendre à une moyenne, on va parler de, si vous n'avez pas un retour sous 3 semaines à peu près en général, je parle bien de moyenne, hein, ça ne représente pas tous les cas, vous pouvez considérer que votre candidature n'a pas été retenue si vous n'avez pas eu de retour. Après, c'est vraiment extrêmement variable en fonction des postes, parce que comme on l'a dit, certains postes sont extrêmement concurrentiels en termes de candidature. Donc là, effectivement, ça peut mettre du temps en termes de traitement pour le recruteur ou le manager d'analyser tous les CV, d'avancer dans les entretiens. Et donc, du coup, votre candidature peut rester en attente un certain temps sans avoir de retour, mais pour autant, sans être écartée. Et elle peut très bien revenir sur le haut du panier si à l'issue on va dire, des premiers entretiens, les candidats shortlistés en priorité 1 ne sont pas retenus. Mais par contre, effectivement, sur les postes plus pénuriques, là où vous savez que vous êtes sur des spécialités qui sont très demandées par les employeurs, où il y a peu de candidats, là, en général, vous avez des retours extrêmement rapidement, hein. Ça peut être de quelques jours ou 1 ou 2 semaines. En général, c'est pas beaucoup plus long. Merci. Une autre question d'Élise. Quelle est la part de postes obtenus via le marché caché et le réseau comparé aux postes disponibles sur les job boards? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez une idée en fait de la part de postes obtenus entre le marché caché et ceux qui Oui. sont postés sur les job boards? Alors là, pour le coup, je vais être très transparente. Je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous, Kevin, vous auriez une idée par rapport à cette question? Alors effectivement, il y a toujours des mentions sur un marché caché en recrutement. Dans les faits, il faut savoir que la majorité des entreprises diffusent l'ensemble de leurs offres d'emploi sur leur site internet, hein. C'est le cas pour Naval Group, je pense que c'est le cas aussi pour Engineering. Donc là-dessus, effectivement, il y a peu, on va dire, d'opportunités de marché caché. Après, effectivement, là où ça peut être du marché caché, ça va être sur des postes très spécifiques, très stratégiques, où là, c'est peut-être des cabinets qui vont être mobilisés, des cabinets de chasse. Et là, effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas d'offres qui seront diffusées pour ce type de poste-là. Mais très honnêtement, la grande majorité des offres sont diffusées sur nos sites internet, à notre niveau en tous les cas. Enfin, moi, je n'ai jamais vu d'offres de marché caché. J'ai toujours vu des offres, par contre, qui ont été diffusées. Après, effectivement, ce qu'on pourrait aussi assimiler à du marché caché, ça va être peut-être le fait qu'on a effectivement un besoin, mais qu'une personne est d'ores et déjà identifiée dans l'entreprise parce qu'elle est en alternance, en stage, en intérim ou autre. Et dans ce cadre-là, effectivement, on va peut-être faire passer d'abord les entretiens à ces personnes-là avant de diffuser l'offre. Et effectivement, si les entretiens sont positifs, il n'y aura pas forcément d'offres diffusées. Mais effectivement, il faut partir du principe que en soi, il n'y a pas vraiment de marché caché, mais il y a plus par contre d'importance de réseau. Et donc, dans ce cadre-là, il faut effectivement mobiliser votre réseau pour maximiser vos chances de retour rapide et pour mettre plus en lumière votre CV comme on vous l'a présenté. Merci beaucoup. Auriez-vous un conseil, vous parliez tout à l'heure de mobilité, en tout cas de postuler dans des lieux géographiques où il y a une moins grande
comment dire, un moins grand nombre de candidats. Auriez-vous un conseil pour les personnes qui ne peuvent pas déménager et qui ont très peu d'offres visibles géographiquement dans leur entourage? Encore une fois, déjà de postuler vraiment et avec rigueur à toutes les annonces, même si il y en a peu sur votre périmètre géographique. Et puis, encore une fois, cette notion de réseau, comme l'a présenté Kevin, pour des plus petites entreprises, se déplacer directement sur site et montrer vraiment que vous êtes motivé à rejoindre l'entreprise en prenant directement contact avec ces dernières peut aussi déclencher certaines choses en interne. Et puis avoir cette rigueur, regarder les job boards et les offres qui sont quotidiennement publiées, je dirais encore plus régulièrement que sur une zone géographique où il y a plus d'offres. Vraiment avoir de la rigueur et n'hésitez pas à être proactif, à vous déplacer, à rencontrer les parties prenantes des entreprises que vous visez sur votre secteur. Une question est-ce qu'on peut demander un entretien, lors d'un entretien, pardon, combien de candidats ont postulé à cette offre? Est-ce que ce pratique se fait ou pas? Alors, pour le coup, moi, on me l'a déjà posé, cette question-là. Là, effectivement, je réponds en transparence. Après, cette donnée, je ne sais pas si elle a vraiment une importance pour vous, parce que comme on l'a présenté auparavant, certains postes vont avoir beaucoup de candidatures, vous allez être plutôt en concurrence face à beaucoup d'autres candidats, et pour d'autres postes, vous allez être plutôt seul. Mais dans tous les cas, le point sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'une entreprise ne recrute jamais par défaut. Donc, du coup, qu'il y ait un candidat en face de vous, 3, 4 ou qu'il n'y en ait pas, ce qui compte, c'est vraiment votre candidature, vos motivations, vos compétences, votre savoir-être. Et c'est ça qui fera la différence. Et pas le nombre de candidats que vous allez avoir en face de vous en entretien. Merci. Une autre question de Gwenaël qui souhaite savoir si il est bien perçu de la part des recruteurs d'être contacté par téléphone après l'envoi d'une lettre de motivation et d'un CV. Effectivement, moi je trouve que c'est... Alors, il faut laisser un certain délai après avoir envoyé votre candidature. Pour autant, si vous avez les coordonnées directes du recruteur qui est en charge en fait de votre candidature, pourquoi pas le contacter. Ça démontre également, encore une fois, cette envie et cette motivation au recruteur. Si vous avez bien sûr les contacts directs ou par exemple son mail, c'est une possibilité. C'est vrai que en tout cas, moi, je le perçois bien, personnellement. Merci. Alors, une autre question. Est-il bon d'ajouter les cours que l'on peut suivre sur LinkedIn, même si ce sont des cours très simples, ou les activités sportives dans sa présentation, son CV ou son profil? Alors oui, là pour le coup, effectivement, l'intérêt de LinkedIn, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir mettre en avant tout ce qui peut apporter à votre candidature. Donc aussi bien les formations que vous avez suivies sur LinkedIn, également si vous suivez des MOOC, ça peut être intéressant, vous pouvez avoir des certifications dans ce cadre-là. Donc vous pouvez également les joindre à votre profil LinkedIn, mais également à votre CV d'ailleurs, hein. Donc il ne faut pas se priver. Finalement, un CV, c'est aussi ni plus ni moins qu'un passeport de compétences. Donc l'intérêt de LinkedIn, c'est que c'est beaucoup moins restreint que le format CV, une page à la française. Donc vous pouvez mettre ce type d'informations-là. Ça peut permettre aussi de mieux ressortir dans les référencements, parce que comme l'indiquait Claire en début d'entretien, c'est important de bien compléter votre profil LinkedIn. Mais au-delà, on va dire, de la visibilité, c'est aussi lorsque les recruteurs, parce que tout recruteur peut être amené à faire ce qu'on appelle du sourcing sur cette plateforme-là, donc il va venir chercher dans les entrailles de LinkedIn les candidats qui répondent à leurs annonces. Donc du coup, ça va se faire par des recherches de mots-clés, hein. Et donc du coup, peut-être que ces formations-là vont vous amener le mot-clé qui pouvait vous manquer dans votre profil et du coup faire ressortir votre CV dans cette recherche-là. Donc toute information est bonne à mettre si elle apporte quelque chose à votre profil.
Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'annonces en français. Est-il obligatoire pour les entreprises de poster leurs annonces en français? Oui, il est obligatoire pour les entreprises de poster toute annonce en français. Sinon, c'est un acte, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de discrimination. On peut préciser dans la fiche de poste que le poste est totalement bilingue. Par contre, il faut qu'il soit accessible à toute personne qui parle anglais ou une autre langue ou pas. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une obligation légale là pour le coup. À propos du mail de remerciement, est-ce que vous conseilleriez justement d'envoyer un mail de remerciement après un entretien? Alors effectivement, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé. Vous faites très bien de le mentionner dans les questions. C'est une très bonne pratique. Effectivement, à l'issue de l'entretien, de faire un mail de remerciement. Mais au-delà de ça, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de faire aussi finalement un compte-rendu des points principaux ou d'aller un peu plus loin, de répondre à des questions qui ont pu rester en suspens. Donc ce mail-là est effectivement intéressant parce qu'il permet de voir, la motivation. On insiste là-dessus, mais vous avez compris que la motivation est un point vraiment important. Et deux, également, la capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute dont a pu faire preuve le candidat et qu'il va mettre en avant dans cette restitution écrite. Donc oui, c'est un très bon exercice, mais un exercice qu'il faut faire de façon concentrée et complète, au même titre d'ailleurs que la lettre de motivation. On l'a peut-être un peu moins abordé pendant cet échange, mais une lettre de motivation, donc certains vous diront que les lettres de motivation ne sont plus utiles, d'autres vous diront qu'elles sont utiles. Le conseil, je pense qu'on peut vous donner en tous les cas, c'est que si vous souhaitez mettre une lettre de motivation, faites une vraie lettre motivée de motivation et pas une lettre standard, parce que là, elle ne vous desservira plus qu'autre chose, alors qu'effectivement, ajouter une lettre vraiment motivée pourra très bien vous aider dans le cadre de votre recherche si vous souhaitez mettre une lettre de motivation. Donc oui, oui pour le compte-rendu après entretien et oui pour la lettre de motivation motivée. Merci, c'est très clair. Une autre question, est-ce que postuler à deux offres avec différents niveaux de responsabilité, par exemple ingénieur responsable de projet ou assistant chef de projet, est-ce que c'est pas un petit peu embêtant ou est-ce on peut postuler à des postes à deux niveaux de responsabilité dans la même entreprise? Effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, encore une fois, c'est à faire après une lecture attentive de la fiche de poste. Il ne faut pas que votre profil simplement soit en total décalage avec ce qui est demandé. Par exemple, pour un poste d'ingénieur, d'assistant ingénieur, ça peut être un profil plus junior qui est demandé. Pour un poste de responsable, avoir aussi le niveau d'expérience qui est demandé. Si c'est effectivement 5 ans et que vous détenez 3 ans d'expérience, pourquoi pas postuler? Si on demande 10 ans d'expérience, là, c'est vrai que votre profil sera quand même en décalage avec ce qu'on recherche et donc du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas pertinent. Encore une fois, c'est au cas par cas, je pense, et c'est à faire après une lecture de la fiche de poste. Merci. Une autre question, est-ce que le recruteur peut demander au candidat lors de l'entretien quel était le salaire précédent? Alors en fait, effectivement, ça c'est un point qui peut être demandé par le recruteur. De façon générale, le recruteur peut très bien être amené aussi à vous demander de justifier votre salaire par un bulletin de paie, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Au même titre, d'ailleurs, qu'on ne l'a pas évoqué, mais les prises de référence également, qui peuvent se faire sous consentement, évidemment. Mais tout ça, ce sont des outils que le recruteur peut mobiliser ou peut demander, car ce ne sont pas des critères discriminants. Mais effectivement, ça peut être demandé. Et là-dessus, je vous recommande plutôt d'être transparent sur ce point-là, sachant qu'en fait, l'objectif, la majorité des entreprises, ce ne sera pas d'essayer de vous prendre au niveau de salaire le plus bas, mais plutôt d'essayer de garder un équilibre de salaire au sein de leur structure. Donc, si vous êtes en dessous, on va dire, des grilles de salaire et que c'est pour ça que vous ne souhaitez pas forcément communiquer votre salaire, n'ayez pas forcément de crainte là-dessus. Si le recruteur souhaite vous recruter, il vous proposera un salaire qui est en cohérence avec le service, même s'il est au-dessus finalement de votre salaire actuel, même s'il y a un écart important.
Donc, n'hésitez pas à être franc sur ce point-là. De façon générale, en contexte, en process d'entretien, la transparence est un point important. Et, effectivement, les entretiens sont des exercices d'échange humain et de transparence. Et plus vous êtes transparent, et mieux vous êtes dans de bonnes conditions pour avancer sereinement avec le recruteur et le manager. C'est très clair. Une autre question, l'alternance est-elle considérée comme une expérience? Oui, tout à fait. L'alternance est considérée comme une expérience. On a conscience qu'en début d'alternance, vous êtes vraiment accompagné par la personne qui vous supervise. Mais on sait aussi que au bout de quelques mois et souvent une alternance, enfin 1 an, 2 ans, vous allez acquérir de l'expérience, de l'autonomie et que vraiment vous allez prendre votre poste en main. Donc c'est vraiment considéré comme une expérience à part entière. Une question de Gwenaël. Le CV en 2 pages est-il vraiment prohibitif quand on a 20 ans d'expérience? Vaste question. Alors, j'aurais envie de vous dire, sur le marché français, la norme, c'est effectivement le CV d'une page. Après, si vous n'arrivez pas à synthétiser, si ça vous dessert, évidemment, si vous faites un CV sur 2 pages, vous pouvez effectivement garder ce format-là. Il ne faut pas non plus que cet exercice soit une contrainte et qu'elle vous desserve sur le CV. Après, par contre, une à 2 pages, ça reste raisonnable, effectivement. Par contre, effectivement, les CV beaucoup plus longs, de 3, 4, 5, 6 pages, là, ça peut vous desservir plus parce que ça peut démontrer un manque de capacité de synthèse. Donc, c'est important également. L'entretien et le CV sont des exercices de synthèse aussi à part entière. C'est une question de savoir-être qui est souvent demandée par les entreprises. Donc, il vaut mieux, malgré tout, montrer votre bonne capacité de synthèse sur cet exercice-là. Vous parliez tout à l'heure, nous parlions d'annonces en français. Le profil LinkedIn, pardon, peut-il être en anglais ou vaut-il mieux qu'il soit en français? Je pense que ça dépend d'où vous vous positionnez. Si effectivement vous cherchez un poste à l'étranger, et là il est nécessaire, je pense, d'avoir un profil LinkedIn en anglais. Si vous axez uniquement, ou si vous tournez plutôt uniquement vers l'international. Par contre, si aujourd'hui vous souhaitez trouver un poste en France et travailler en France, je pense qu'il est plus pertinent pour le coup d'avoir un profil LinkedIn en français. Concernant, encore une fois, le niveau de langue, je pense qu'en entretien, vous aurez tout le loisir de démontrer que vous savez parler anglais, ou une autre langue, encore une fois. Euh, Vraiment, faciliter plutôt la lecture aux recruteurs. Tous les recruteurs ne parlent pas anglais, ou une autre langue, encore une fois, et donc du coup, faciliter leur le travail. Merci. Euh, une autre question, est-il préférable d'attendre de passer à des phases d'entretien avant de quitter son entreprise ou vaut-il mieux prévenir son entreprise que nous cherchons un poste dans une autre entité? Pour le coup, ça rejoint l'une des questions qu'on a eues en début d'échange. Alors, tout dépend effectivement de votre relation aussi avec votre entreprise, ça c'est toujours important. Mais globalement, il vaut mieux être transparent sur ce point-là. Premièrement, parce que ça peut vous permettre aussi de communiquer vos motivations en termes d'attente de poste au sein de votre entreprise actuelle et de pouvoir peut-être avoir une mobilité interne au sein de cette entreprise. Et deuxièmement, ça vous permet de mobiliser aussi votre réseau, comme on l'a dit en début d'échange, et donc du coup de pouvoir maximiser votre visibilité, comme on l'a également vu au cours de ces échanges. Et nous avons une dernière question. Nous avons évoqué tout à l'heure le sujet du marché caché. Auriez-vous des conseils pour accéder à ces offres du marché caché? Alors, moi, vraiment, le sujet du marché caché, je suis transparente, c'est pas quelque chose que je maîtrise auquel je suis au quotidien euh, en contact. Donc, si Kevin, tu as un axe de réponse là-dessus, je préfère te laisser répondre.
C'est comme on disait tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a peut-être aussi une part de mythe. Et en fait, le marché caché, s'il existe, c'est pas un marché d'offres d'emploi. C'est plutôt un marché de chasse et d'approche. Donc, du coup, en fait, vous n'avez pas d'offres, je pense, de disponibles pour ce marché-là. Et encore une fois, le marché de l'emploi, ce sont des offres qui sont diffusées. Toutes les entreprises diffusent leurs offres d'emploi. Vous pouvez le voir tout au long de l'année. Donc, peut-être n'essayez pas de vous concentrer sur cette question de marché caché hypothétique, mais plutôt concentrez-vous sur votre stratégie de recherche d'emploi et de réseau pour pouvoir booster votre CV. Encore une fois, motivation réseau. Pardon. Nous avons une question sur le streaming de YouTube qui est la suivante. Est-ce que l'on peut mettre nos projets académiques lorsque nous avons une expérience professionnelle? Tout à fait. Tout à fait. Ça, alors, projet académique et j'irais même plus loin, projet associatif. Souvent, dans les écoles d'ingénieurs, on peut avoir accès aussi à des associations. Ça montre aussi qu'au-delà de votre travail scolaire ou même travail professionnel, vous restez actif et vous êtes ouvert en fait finalement à d'autres choses. Les projets académiques, je trouve, sont également intéressants d'un point de vue technique et en tout cas en tant que recruteuse, je m'attarde dessus aussi en entretien. C'est intéressant de savoir comment l'élève ingénieur s'est placé durant ce projet et ce qu'il a réellement fait. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin que vos expériences professionnelles. Alors, on a évoqué plusieurs fois le profil LinkedIn et plusieurs questions à ce sujet. Une question plus basique, est-il indispensable aujourd'hui d'avoir un profil LinkedIn? Bonne question. Je pense que tout dépend des métiers que vous ciblez. C'est vrai que les entreprises tendent de plus en plus à avoir une page entreprise sur LinkedIn. Donc, c'est plutôt un indicateur intéressant qui peut vous inviter à aller sur ce type de réseau-là. Après, j'ai envie de vous dire, encore une fois, sur la question des postes, si c'est des postes qui sont en pénurie de candidats, que vous ayez LinkedIn ou pas, ce n'est pas ce qui va forcément vous aider plus à pouvoir décrocher un job. Donc, de façon générale, j'ai envie de vous dire oui, c'est un outil, ça fait partie de nos outils actuels et des nouvelles possibilités que ça propose pour pouvoir également vous renseigner sur l'entreprise, pour pouvoir suivre l'actualité. C'est quand même un point important pour alimenter vos motivations et votre projet professionnel. Mais si vous ne souhaitez pas être sur cette ligne de réseau social-là, ce n'est pas handicapant pour autant. On ne va pas vous écarter d'un recrutement parce que vous n'êtes pas sur LinkedIn. Une nouvelle question. Peut-on avoir un compte LinkedIn quand le poste est soumis à l'habilitation de confidentialité? Oui, effectivement, je pense que c'est possible. Par contre, déjà à en discuter avec votre employeur et surtout ne pas détailler le poste. Et ne pas mentionner que vous avez une habilitation. Mais ça fait partie normalement des points qu'on vous communique lorsque vous obtenez l'habilitation. Très bien, mais écoutez, nous avons fait le tour des questions nombreuses qui ont été posées. Merci Claire et merci Kevin. Peut-être avez-vous un mot de conclusion? Ben, merci à vous de nous avoir écoutés et moi simplement, je te laisserai la parole après Kevin, mais simplement vous souhaiter bon courage dans vos recherches et voilà, gardez toujours le cap et vous trouverez ce que vous recherchez. Je rejoins complètement Claire, effectivement. Gardez le cap, gardez la motivation. Il faut savoir que parfois, la recherche d'emploi, c'est un métier à part entière qui est exigeant. Et comme on l'a dit, mettez bien en place votre stratégie, votre organisation et pensez à vous préserver également. C'est-à-dire que si vous êtes en recherche depuis un certain temps, il faut aussi savoir relever un peu la tête, ne pas rester le nez dans le guidon
à scroller vos offres toute la journée. Il faut aussi savoir prendre des pauses de respiration pour pouvoir tenir ce marathon. Si vous entamez un marathon, c'est important. Préservez-vous et gardez votre motivation, entretenez votre motivation. Et merci à vous. Si vous avez 2 minutes, nous en avons encore deux. J'ai une dernière question qui vient de tomber. Si l'on est en train de passer une certification, est-il nécessaire de l'afficher? Je pense que oui. Par contre, précisez bien que vous êtes en train de la passer parce que on peut vite comprendre que vous l'avez et donc du coup, ça peut porter à confusion. Simplement préciser que vous êtes en train de la passer. Eh bien, merci pour ces précisions et merci également pour cette intervention riche et intéressante. Merci Merci à à vous. vous. Bonne journée, au revoir. Très bonne journée à tous et à toutes.